la moindre des choses aurait été d'auditionner tous les enfants pour savoir s'il y avait d'autres auteurs de crimes et quels étaient les... Et non seulement dans l'année dans laquelle il y a eu la mise en examen, mais même pour les années précédentes. Donc il aurait dû y avoir un appel à témoins, au fond. C'est ça qui aurait été une bonne gestion de ce dossier. J'entends, mais vous êtes tout de même en responsabilité à cette époque. Vous nous dites que vous n'êtes pas informé. Comment expliquer que la ministre de l'Enseignement scolaire ne reçoive pas une alerte sur une situation aussi grave, hein? Vous avez d'ailleurs parfaitement décrit les mesures que vous auriez pu prendre et qui, peut-être, si elles avaient été mises en œuvre, auraient protégé la vie de dizaines d'enfants dans les années qui ont suivi 98. Est-ce que moi, j'étais au courant de Betaram? Donc la réponse est non, je m'en souviendrai. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y avait plusieurs faits, puisque durant le début de ma circulaire, vous voyez, l'actualité récente a mis en lumière de nombreux faits de pédophilie commis au sein de l'institution scolaire ou à l'occasion d'activités extérieures organisées par les établissements. Donc c'est sans doute une remontée aussi de faits à travers toute la France et de faits relatés par la presse qui a conduit précisément à cette circulaire. Peut-être que Betaram en faisait partie, sans doute dans les revues de presse. À mon avis, c'était quand même remonté. Tous ceux qui disent qui ne lisaient pas la presse, je ne dirais pas ça en ce qui concerne le ministère. Il y avait des revues de presse comme dans les conseils généraux, si je peux me permettre. Donc ça peut avoir fait partie, en effet, de toutes les remontées. Mais le cas spécifique de Betaram, non, je m'en souviendrai, parce que ce nom, quand même, on s'en souvient. Vous n'êtes alerté ni par les représentants, l'inspecteur de l'académie, le rectorat de Bordeaux, ni le cas échéant par la chancellerie de cette affaire, de cette mise en examen pour viol et agression sexuelle en 1998 en votre qualité de ministre. Du tout, non, je ne suis absolument pas saisie de cette affaire. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui cette absence d'alerte? Parce que quand même, elle interroge au vu de la gravité des faits, et plus encore quand on sait que dès 1995, dès 1996, des faits de violence physique sont déjà documentés, il y a déjà eu des plaintes, il y a déjà eu des condamnations. Comment expliquez-vous que cette alerte ne vous parvienne pas? Elle ne parvient pas parce qu'elle ne remonte pas. Et pourquoi est-ce qu'elle ne remonte pas, je ne le sais pas. Voilà. Alors, en 1996, il y a, on le sait maintenant, un rapport d'inspection. C'est l'inspection académique qui envoie un inspecteur qui passera une journée. On a déjà beaucoup discuté des conditions dans lesquelles ce rapport est élaboré. Mais ce rapport, il contient une série de recommandations. Et nous ne disposons pas d'un document de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. Nous disposons d'une lettre du directeur de l'établissement qui, auprès des autorités académiques, prend un certain nombre d'engagements en affirmant avoir mis en œuvre certaines de ces recommandations, mais nous ne disposons d'aucun document venant des services de l'éducation nationale permettant de vérifier, avec un regard extérieur, cette mise en œuvre. Comment sont suivis, à l'époque où vous êtes en charge, ces rapports d'inspection et le traitement des recommandations qui sont émises à l'occasion des contrôles? Deux niveaux de suivi des rapports d'inspection. Il y a un niveau au niveau des rectorats, qui sont quand même les mieux à même, dans la proximité de l'action et dans la connaissance des différents interlocuteurs locaux, de suivre et de remonter effectivement à ce moment-là dans les réunions hebdomadaires les difficultés qu'ils peuvent avoir ou les oppositions qu'ils peuvent ressentir ou les menaces qu'ils peuvent comprendre pour ne pas donner suite à telle ou telle recommandation. Il y a ça.